Bonjour tout le monde, je suis désolée pour le retard, mais aujourd'hui nous avons Dr. Blackson. Elle est allée à l'University of Maryland pour l'école de médecine et a complété sa résidence en psychiatre pour adultes au Montefiore Medical Center au Bronx. Elle a terminé un programme de bourse de psychiatrie infantile à NYU et travaille maintenant à l'hôpital de Bellevue sur le service de consultation. Elle s'intéresse à la santé mentale globale et à la médecine de la toxicomanie et souvent faire cuire pour son équipe à l'hôpital. Donc, bienvenue. You can start whenever, Zoe. Aujourd'hui, je vais parler de la démence parce que c'est un des cas, il y a beaucoup de cas, c'est très prévalent et parce qu'il faut le garder sur votre diagnostic différentiel même si il n'y a pas de traitement. Can you go to the first slide? Okay. Donc, les objectifs pour aujourd'hui sont savoir pourquoi la psychiatrie est importante, la démence, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que ça arrive, à qui ça arrive et pourquoi vous devriez en prendre soin, comment évaluer la démence et la palliation pour la démence. Donc, dans le slide prochain, on parle de pourquoi la psychiatrie est importante et on ne va pas aller dans les détails, mais il faut juste savoir que c'est très important pour vous et dans votre diagnostic. Donc, on va aller dans les cas. Would you like me to read the cases very fast in French? Okay. Donc, dans le slide du cas 1, c'est un homme qui est plutôt jeune, mais avec des problèmes vasculaires, qui commence à avoir qui commence à être confus dans l'hôpital. Dans le slide du cas 2, c'est une femme qui est plutôt âgée, qui avait déjà la démence, mais maintenant commence à avoir des changements dans comment elle agit. Et le cas 3, c'est un homme qui est aussi plutôt jeune, avec une histoire d'alcoolisme sévère, et qui commence à s'en sortir de l'alcoolisme, mais continue à avoir des symptômes de confusion. Can we just skip to the slide, what's happening? Next, yeah. Yeah. Et dans chacun de ces cas, c'est la démence qui se présente de différentes façons. So, what is qu'est-ce que la démence? Si vous pouvez faire, can you go to the next slide? Et qu'est-ce que la démence exactement? C'est une déficience dans la mémoire et aussi dans un autre domaine cognitif, comme
un problème en parlant, en bougeant, d'autres problèmes sensoriels ou un fonctionnement exécutif. Il doit se présenter en tant que déclin de la capacité antérieure et doit interférer avec le fonctionnement quotidien. Et les changements cognitifs ne peuvent pas être en même temps que le délire, ce dont j'ai parlé la dernière fois, et ne peut pas se produire uniquement dans le contexte d'un événement psychiatrique. Next slide. Il y a plusieurs types de démence. Le Alzheimer est le type le plus prévalent, avec 60 ou 80% des personnes ayant la démence. La démence vasculaire est la plus fréquente chez les patients avec des problèmes vasculaires comme l'hypertension, le diabète ou l'hyperlipidémie. Et Parkinson's démence est la démence qui est associée avec les personnes qui ont la maladie de Parkinson's et le type le troisième plus commun. Il y a aussi d'autres types de démence que j'ai écrit sur le slide. Il faut faire attention au fait qu'il y a quelques personnes qui ont plus qu'un seul type de démence. Donc, la différence entre la démence et le délirium, les deux sont très communs et parfois ils arrivent en même temps. La démence est chronique et progressive. C'est comme si on descendait si on tombait pendant longtemps. Alors que le délirium a un cours fluctuant, les symptômes s'exacerbent puis deviennent meilleurs, s'exacerbent puis s'améliorent. Et la démence et le délirium peuvent arriver en même temps parce que quelqu'un qui a déjà des problèmes cognitifs peut en avoir encore d'autres. I'm sorry, are they more likely or less likely when you test it? Okay. Donc, les personnes avec la dépression peuvent aussi ressembler les personnes avec la démence, mais les personnes avec
une dépression vont se plaindre plus de la perte de mémoire. Et ils feraient moins d'efforts lorsque vous leur donnez des tests cognitifs. Am I on the same slide still? I don't think so. Just Zoe, make sure to tell me when to move to the next slide, okay? One more, this one. Okay, cool. Thank you. Sorry. Et alors que les patients avec la démence sont moins susceptibles de se plaindre des problèmes de mémoire, ce sont plutôt les membres de leur famille qui vont se plaindre des problèmes de mémoire de leurs membres. Et les patients avec la démence vont plus probablement faire un bon effort sur les tests cognitifs. Next slide. Les personnes qui sont en train de vieillir vont avoir une baisse normale de la mémoire. Mais elle n'est pas progressive, donc elle ne devient pas pire le plus on vieillit et n'interfère pas avec le fonctionnement quotidien. Next slide. Et que sont les facteurs de risque? Bien sûr, elle est prévalent le plus on est vieux. Près de 5% des personnes de plus de 65 ans ont la démence, alors que près de 50% des personnes de plus de 85 ans ont la démence. Et donc, le plus vieux votre patient est, le plus vous pourrez suspecter la démence. Et l'histoire familiale. S'il y a un membre de la famille qui a Alzheimer, et donc vous pourrez suspecter plus que votre patient là. Et quelques gènes aussi augmentent le risque d'avoir la démence, comme le syndrome de Down. Et les personnes qui ont le gène APOE4 ont plus de probabilité d'avoir Alzheimer à un âge tôt, ce qui est moins de 60 ans. Une déficience cognitive légère qui paraît par une déficience cognitive, mais qui n'interfère pas avec la vie quotidienne. Et ceci serait le pas juste avant d'avoir la démence, et donc ça vous mettrait plus en risque d'avoir la démence.
Et donc, si vous avez aussi des problèmes vasculaires comme le diabète, l'hypertension, si vous êtes fumeur, ceci vous mettrait à risque d'avoir la démence. Beaucoup d'études montrent qu'un style de vie qui encourage l'activité physique, l'activité mentale et l'activité sociale est très bon pour le cerveau et diminue le risque de démence. Et donc, ne pas avoir ce genre d'activité dans votre vie vous met à un risque de démence. Et le niveau d'études en lui-même n'est pas associé directement à la progression de la démence. Mais le plus une personne est éduquée, le plus ils ont de choses qui se passent dans leur tête. Et donc, le plus de temps passera avant que vous ne commenceriez à remarquer qu'il y a la démence. Ceci est appelé la réserve cognitive. Et donc, je pense que tous on sait à quoi ressemble la démence, mais ceci va être plus spécifique. Par exemple, un caractéristique est problème à se rappeler ce qui se passe récemment dans les nouvelles. Une difficulté à gérer des tâches complexes comme faire affaire avec l'argent. Des raisonnements qui sont problématiques comme être incapable à changer votre maison pour aller dans une maison de retraite. Une mauvaise orientation spéciale, se perdre dans des zones familières. Des problèmes avec la langue, une difficulté de trouver les mots que vous vouliez utiliser. Donc, à la place d'appeler un verre, vous l'appellerez une chose. Et un changement de comportement, par exemple, des personnes qui n'avaient pas de problème avec l'agression commencent à être plus agressives. Next slide. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la démence arrive en termes de pathophysiologie. Et dans le cas de l'Alzheimer, vous pourrez peut-être savoir que ce sont des plaques et des écheveaux qui arrivent dans le cerveau. Et ceux-ci sont neurotoxiques. De plus, il y a une diminution de la synthèse de l'acétylcholine. Alors que l'acétylcholine joue un rôle clé dans l'attention et dans l'apprentissage. Et on sait surtout ça en étudiant des patients qui avaient Alzheimer.
Et c'est pour ça que les médicaments anticholinergiques comme dihydrazamine sont mauvais pour votre, votre cognition. Dans les problèmes vasculaires, vous avez des infarctus dans votre cerveau qui créent des problèmes à votre tissu musculaire. Et il y a aussi l'ischémie qui délivre d'oxygène à des parties de votre cerveau. Et l'atrophie cérébrale globale, qui est l'accumulation de pertes neuronales. Donc, il y a beaucoup de différents problèmes de destruction du cerveau qui peuvent être en train de se passer. Next slide. Et donc, comment savoir si une personne a la démence? Vous devez prendre une bonne histoire familiale de la famille et non pas en demandant aux patients. Une autre façon serait de donner des tests cognitifs très simples. Next slide. Donc, vous savez probablement à propos du mini examen d'état mental. Ce sont des questions très simples pour élucider si quelqu'un est en train de utiliser la capacité mentale. Next slide. Et donc, c'est des questions simples que vous pouvez donner en 7 minutes. Et à la fin, si quelqu'un répond tout correctement, il y a un total de 30 points. Next slide. And next slide. Et pour un score total de 30 sur 30, un score de 24 et la coupure pour la démence. Ce test a une très bonne sensitivité et spécificité et est très facile à donner. Mais pourrait ne pas être adapté à votre patient parce qu'il faut prendre en compte le niveau d'éducation et la facilité avec la langue. Et donc, un autre test qui serait encore plus facile à utiliser s'appelle le mini-cog. Et le mini-cog est un rappel de 3 mondes qui n'est pas... I have to find Q.
OK. C'est un rappel de 3 mots non indiqués. Par exemple, vous pouvez dire, je vais vous donner 3 mots et je veux que vous les redonnez. Comme énervement et New York. Et vous demandez à la personne de vous répéter les mots. Si les 3 mots sont corrects, ils n'ont probablement pas la démence. Si aucun mot n'est correct, ils ont la démence pour sûr. Et si vous n'êtes pas sûr s'ils ont un ou 2 mots corrects, alors vous pouvez passer au test de l'horloge de dessin. Donc, le test, c'est seulement de dessiner une horloge. Si tous les numéros sont séquentiels et si le temps est correct, alors ils n'ont pas la démence. Et ceci est un test très facile, il prend 1 minute à faire et n'est pas limité par l'éducation ou la langue. Et donc, vous dites seulement, s'il vous plaît, dessinez-moi une horloge et montrez-moi le temps de l'horloge. Et mettez-moi le temps qui est 10 minutes après 11 heures, donc 11h10. Next slide. Et je ne sais pas si vous pouvez voir clairement, mais la première paire, c'est une personne normale. La deuxième paire est une personne qui a l'Alzheimer. Et vous pouvez voir dans la première, ceci n'est pas correct parce qu'il n'y a pas d'aiguille. Et vous pouvez voir que dans la deuxième, le temps est faux. On leur a demandé de donner l'heure en tant que 11h10, mais le temps qu'ils ont donné est 2h moins 5. Et la dernière paire est la maladie de Parkinson. Vous pouvez voir qu'une des horloges est totalement mal faite et vous ne pouvez même pas lire les nombres. Next slide. Et c'est tout, parce que généralement, vous pouvez faire quelques tests au laboratoire, mais ils sont à faible rendement. Il y a quelques causes de démence qui sont réversibles, comme la déficience en vitamine B12, B12 ou bien la déficience en acide folique. Mais généralement, ceux-ci sont faciles à diagnostiquer et vous les aurez déjà découverts dans votre histoire ou dans vos tests de laboratoire préliminaires. Donc, généralement, les patients qui présentent avec une perte de mémoire ont la démence.
De plus, prendre des images du cerveau comme un CT a un rendement très faible. Et généralement, la démence est un diagnostic d'exclusion. Next slide. Et le traitement de la démence n'existe pas. C'est une perte progressive de la mémoire et vous ne pouvez pas l'améliorer. Mais vous pouvez faire quelque chose pour aider les personnes qui ont des problèmes avec la perte de mémoire. Et je vous ai dit que l'acétylcholine aide avec l'apprentissage et la destruction de l'acétylcholine cause les problèmes de mémoire. Et donc, les inhibiteurs de la cholinesterase peuvent améliorer les tests cognitifs, comme donépazil. Mais ceci n'améliore pas la qualité de vie. Et ceci aide seulement les personnes qui ont une démence modérée et pas les personnes qui ont une démence grave. Et dans le cas de la démence vasculaire, vous pouvez traiter les problèmes vasculaires comme vous pouvez traiter le diabète et vous pouvez traiter l'hypertension. Et il faut, pour sûr, dire aux personnes de cesser de fumer. Et il faut encourager vos patients à utiliser leur cerveau. Donc, ils doivent parler à leur ami, ils doivent sortir, ils doivent être engagés. Next slide. Vous voulez aussi être sûr que vos patients ne développent pas le délirium. Donc, vous voulez être sûr qu'ils sont orientés et vous voulez aussi être sûr que les personnes qui prennent soin d'eux sont aussi orientées que possible. Il y a des études qui montrent que si vous n'éduquez pas le patient, mais plutôt éduquer les personnes qui prennent soin d'eux, à comment mieux prendre soin des patients, les patients s'améliorent beaucoup. Next slide. Et si vous voulez utiliser des médicaments pour ces personnes, vous devriez utiliser de très petites doses. Beaucoup de personnes utilisent des antipsychotiques, mais le problème, c'est qu'ils augmentent la morbidité et la mortalité chez les personnes âgées.
Et donc, il faut que vous balanciez les risques et les bénéfices. Next slide. Je ne vais pas aller, je vais pas lire le slide, mais je vous ai donné une liste de drogues à éviter parce qu'ils causent plus de problèmes chez les personnes âgées. Next slide, next slide. Et il y a vraiment beaucoup de médicaments, une tonne de drogues qui causent les personnes âgées à devenir plus confuses. Les derniers slides sont les retours au cas qu'on a lu au début de la lecture, mais je ne vais pas les lire pour donner quelques minutes aux questions. Next slide. End slide. Yeah. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'aime bien écouter vos questions. Aucune question? Je suis désolée qu'on ait commencé tard. You're at questions now, right? Ah.